Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, cet entretien. Merci de me l'avoir proposé. Alors je rappelle qu'on est à Moscou et on est en pleine guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident collectif. Mais a priori, dans les rues de Moscou, on n'a pas réellement l'impression d'être en guerre. Alors comment un soldat russe qui revient du front peut-il percevoir cela? Comment le vit-il? Je pense que c'est un peu le cas dans toutes les guerres, c'est-à-dire que si vous prenez les poilus qui revenaient pendant la guerre à Verdun, qui revenaient de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, qui passaient par Paris, ils étaient étonnés que les gens vivaient dans l'insouciance. Donc il y a une réponse qui avait été faite, parce que la question a été posée, je me souviens, à un membre du bataillon Azov, côté ukrainien, et il avait répondu assez intelligemment, il a dit « on se bat pas pour que les gens vivent dans des sous-sols pendant ce temps-là ». Surtout que ça fait déjà maintenant 2 ans et demi que la guerre dure. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur la ligne de front, que ce soit à Belgorod par exemple côté russe, ou à Kharkov maintenant côté ukrainien, après tout autant vivre normalement. C'est aussi pour ça que les armées se battent. Donc moi ça me choque pas particulièrement, mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'à Moscou on ne voit pas la guerre, mais pas du tout. Pas du tout. Sauf les panneaux publicitaires où régulièrement on met les portraits des héros qui sont célébrés. Ça c'est d'ailleurs la volonté directe de Vladimir Poutine, hein, puisqu'il veut même reconstruire la Russie en se fondant sur ceux qui se sont battus pour elle. Donc il y a tout un système de formation qui a été donné. Et ça, il est vrai que du côté des médias russes, en revanche, on en parle. Pareil, des grandes chaînes de télé russes d'information, une des rares alors je regarde sur Internet parce que j'ai pas la télé, mais qui s'appelle Russia 24. Par exemple, là, c'est tout le temps la chaîne de radio, l'équivalent de France Inter, Vesti. C'est pareil, toutes les 30 minutes, vous avez un flash info et on parle de la situation sur le terrain, etc. Donc il n'y a pas de volonté du côté du gouvernement russe, des élites russes, de cacher la guerre. Mais visiblement, ce que Vladimir Poutine voulait faire, c'est pour ça qu'il a appelé, une des raisons pour laquelle il a appelé l'opération militaire spéciale, il est capable de mener de front, de continuer de mener les réformes économiques, de mener les grands projets nationaux, c'est pas comme ça que ça s'appelle, tout en bien consacrant 8,5% du PIB à la défense du pays, dirons-nous. Par contre, ce que j'ai remarqué, et c'est très touchant, c'est que en même temps il y a un climat de relative insouciance, mais alors, vous avez parlé des pancartes, et dans les pancartes, ce qu'on voit, ce qui est très particulier, c'est qu'on met souvent des soldats, des guerriers de la Russie médiévale, et dans le prolongement de ces guerriers, il y a les soldats russes modernes. C'est que tout le monde est conscient qu'il ne s'agit pas d'une guerre, on dira moderne entre guillemets, comme celle menée par les pays occidentaux, mais d'une guerre existentielle. Et de même, et que c'est contre toute l'histoire russe et l'identité russe que la guerre est menée, pas uniquement contre l'État ou contre le potentiel militaire de l'État. Et j'étais dernièrement à l'Expo, et on remercie d'ailleurs nos partenaires occidentaux de nous avoir offert les spécimens exposés là-bas, les léopards, les Abrahams, qui ont été capturés, c'était magnifique à voir. Les armes magiques. Tout à fait. Et j'ai vu beaucoup de jeunes. Et ces jeunes, en même temps, peuvent apparaître comme étant déracinés, leur coupe de cheveux, leurs vêtements, la musique qu'ils écoutent, mais en même temps, profondément enracinés. Alors comment comprendre ce paradoxe? Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais ça date pas de l'opération militaire spéciale. Souvent, par exemple, notamment les jeunes filles, dans la période scolaire, j'en voyais une de mes amies, par exemple, la fille d'un de mes amis, qui était habillée de manière un peu ostentatoire, un peu habillée en noir, un peu genre corbeau, etc. Et puis je l'ai revue 2 ans après, qu'elle a eu son baccalauréat, l'équivalent. Elle était dans des tenues tout à fait strictes et elle faisait des études de comptabilité. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement il y a le moment de la jeunesse, l'adolescence, etc. Et puis ici on a aussi des groupes de musique, du rap. Alors j'en écoute pas beaucoup, mais je pense que c'est moins débilitant que ce qu'on peut avoir en France, notamment. Mais le fait est que voilà, c'est une période de l'adolescence, mais après, rapidement, les Russes rentrent dans la vie réelle, dans le travail. Parce qu'il y a du travail ici. Beaucoup d'ailleurs, trop par rapport à la taille de la population russe. Donc je pense que c'est pas un problème que effectivement on les voit comme ça, avec un peu leur coupe de cheveux. La vie réelle, les rattrape rapidement. Et il y a un vrai patriotisme. Il y a un patriotisme qui se cultive déjà dans la famille. Il y a un patriotisme qui se cultive à l'école.
La garde au drapeau, l'hymne national, etc. Il y a des structures de cadets à l'intérieur des écoles auxquelles les enfants peuvent participer. Je vois mon fils aîné, il a appris à remonter une Kalachnikov à l'école, puisqu'il y a l'école publique, à l'école russe. Voilà, exactement. Il a un très beau chrono, d'ailleurs, je crois que c'était le premier. J'étais très fier. Et donc, en fait, c'est cultivé. Et le point positif, c'est que c'est pas agressif. C'est vraiment la défense, comme vous venez de le dire, c'est vraiment la défense de la patrie. Et justement, cette guerre existentielle, elle est justifiée, et pour moi, elle se justifie par ce qu'on a vu faire en Ukraine. Donc, non seulement depuis 2014, depuis le récit du Maïdan, mais même depuis 2004, depuis la première révolution orange, où petit à petit, il y a tout un discours extrêmement raciste, et qui a été faite non seulement vis-à-vis des Russes de Russie, mais vis-à-vis des Russes et des petits Russiens d'Ukraine. Où en gros on expliquait à l'habitant, on a vu ça dans les manuels scolaires qui ont été trouvés à Mariupol, on expliquait aux habitants qu'en fait leurs grands-parents étaient... arrière-grands-parents qui s'étaient battus pendant la guerre patriotique étaient des sous-hommes, et qu'eux-mêmes étaient descendants de sous-hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui est... On parle même de génétique. Oui. Génétiquement, les Russes sont inférieurs, et quasiment des animaux. C'est ça. Alors que, du point de vue médical, selon l'OMS, c'est plutôt le problème, d'ailleurs, parce que, par exemple, il y a des problèmes d'iode dans l'eau. On a connu ça dans les Alpes, les crétins des Alpes, qui avaient des problèmes de développement. Et ce problème existe, mais en Ukraine, à l'ouest de l'Ukraine, dans les Carpates. Et donc, mais ça peut être soigné, en fait. Il suffit de donner de l'iode, en fait. C'est pas, mais c'est l'idée, en fait, depuis qui est vieille. La première fois que quelqu'un parle de l'Ukraine, des Ukrainiens en tant qu'un peuple en dehors des Russes, c'est un Polonais qui s'appelle Jan Potocki, qui est un nationaliste polonais, donc qui se réfugie, je crois, en France après la chute comment s'appelle, le découpage de la Pologne entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et donc lui, en fait, les nationalistes polonais ont très vite conscience qu'en fait, ce qui les a perdus, c'est que ces territoires qu'ils contrôlaient, qui correspondent à une partie de l'Ukraine aujourd'hui, en fait, se sentaient plus russes que polonais. Et bon, il y a plusieurs raisons historiques, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais déjà, il les traitait très mal, ces malheureux Russiens, il les traitait très mal. Et puis, de toute manière, du point de vue des racines, évidemment que les Ukrainiens, tels qu'ils étaient définis par les Polonais, étaient des Russes. Et avec une proximité de la langue, la première fois que le russe a été imprimé, c'était à Kiev. Et donc, et puis quand Letman Khmelnytsky en 1654 écrit à le tsar Alexis, je crois, Alexis, pour lui demander de rejoindre l'Empire russe, il lui écrit en russe. Donc effectivement. Et la foi, et l'orthodoxie qui est fondamentale. Donc ce qui signifie que comment dirais-je, la volonté donc de ceux qui ont voulu séparer l'Ukraine de la Russie, et ça c'est un objectif géopolitique permanent, des Polonais, des Allemands, des Anglais, de Washington aujourd'hui, on le voit très bien. Eh bien, c'est quelque chose qui est qui date pas d'hier, qui date de plus de 2 siècles et qui a été répété. Et la manière dont c'est fait depuis 2004, depuis donc la Révolution Orange, c'est extrêmement agressif et il y a un discours qui est tenu et qui a des conséquences encore aujourd'hui. Par exemple, moi, ce qui m'avait frappé, puisque j'ai aussi travaillé sur les questions économiques en Ukraine, Olivier Berruyer, dans son site lescrises.fr, il avait montré en 2014 des cartes de répartition de la richesse. Qui produit la richesse en Ukraine? Évidemment que c'est le Sud-Est. C'est l'industrie, c'est les ports. Mais dans la mentalité, dans ce qu'on apprenait aux gens petit à petit, les idées qu'on faisait passer à partir de 2004, à Kiev ou à l'Ouest, sachant que l'Ouest, c'est la région la plus pauvre. Et donc, c'est eux qui bénéficiaient. Voilà. Et donc, eh bien, en fait, on leur expliquait que le Donbass, c'était des régions de dotation. C'est-à-dire qu'ils recevaient l'argent de Kiev. Et effectivement, Kiev prenait l'argent du Donbass et le distribuait à tout le monde et payait les salaires des mineurs qui produisaient du charbon bon marché pour donner une énergie bon marché à toute l'Ukraine, payer les salaires en retard. Donc, mais malgré tout, donc dans la mentalité de Kiev, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai quelques amis qui habitent encore à Kiev, et ils me disent aujourd'hui, ils en ont tellement marre de la guerre, ils disent mais ils ont qu'à prendre qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Mais ce que savent les élites
occidentale et les élites kieviennes qui ont organisé cette guerre, enfin qui sont responsables de cette guerre, c'est que sans le Donbass, il n'y a pas d'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine va devenir un autre pays balte qui va vivre au crochet du contribuable allemand, français, italien, comme la Pologne d'ailleurs. Voilà, c'est une Pologne numéro 2 en pire, puisqu'en plus il faudra reconstruire. Donc ce discours-là, ce discours qu'en fait vivent des sous-hommes dans le sud-est de l'Ukraine et que en fait on a quasiment le droit de vivre de vie ou de mort sur eux, eh bien c'est un discours qui était rentré petit à petit en 2004, qui bien sûr s'est accéléré en 2014 et on a appris même à toute une génération à se détester elle-même. Ce qui m'avait frappé, j'étais comme observateur, j'étais allé quand je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en juillet 2022, les Ukrainiens ont bombardé une prison à Elenovka. Azov, où il y avait des prisonniers. Voilà, où il y avait des prisonniers. Et donc, certains avaient survécu. Alors, ça avait été un choc pour eux de se faire bombarder par leur propre armée. Et j'avais pu leur parler. Et j'avais découvert que, en fait, ils venaient tous de Nouvelle-Russie. Donc, il y avait un Odessite, il y avait un qui venait de Dniepropetrovsk, un qui venait même de Mariupol, et puis l'autre, je ne sais plus. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous... Alors, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui... Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes chez Azov? Puisqu'ils considèrent que vos grands-parents, ils étaient dans le camp adverse de vos grands-parents qui ont gagné la Grande Guerre patriotique, etc. Et alors bon, après, ils me racontaient ce qu'ils veulent, mais ils étaient assez touchants d'ailleurs, parce qu'ils étaient encore sous le choc d'avoir été bombardés par leur propre armée. Et des jeunes, Et des jeunes. C'était pas façon de parler à mes fils. Donc, ils me disaient, bon, déjà, en fait, l'Ukraine était un pays pauvre, où il y avait beaucoup de chômage. Vous êtes dans une unité de représailles comme Azov, Pravi Sector, ou les émanations, le Douk, maintenant ça s'appelle, vous êtes payé 3 fois plus. Et puis, vous faites partie d'une unité d'élite qui est, notamment à Mariupol ou à Kharkov, sont des espèces de seigneurs qui ont le droit de vie et de mort sur les autres. C'est une mafia. Pravi Sector, c'est à la fois un côté mafieux. Il y a eu avant l'opération militaire spéciale en 2021, il y a eu des arrestations, etc. Et donc, en fait, c'était... Et donc, ce qu'on découvrait, c'est que... et je leur dis, mais l'idéologie vous dérange pas? Il me dit, au KHD, soit idéologie, à chacun a son idéologie. Mais bon, à ces jeunes-là, on leur a expliqué, alors qu'il y en a un qui était de Donetsk quand même, on leur a expliqué que ses parents étaient ses ennemis, quoi, ses frères étaient ses ennemis. Et c'est assez satanique, on peut dire, comme pour Jules Dubel, trouver une aversion désœuvrée, perdue. C'est ça. Et à qui on bourre le crâne dans des simplifications historiques qui, j'ai un paragraphe dans mon chapitre, ça s'appelle l'Empire du mensonge, et donc la manière dont on a créé cette histoire complètement bidon. Je cite, il y a un rappeur francophone qui s'appelle Maître Gims, et qui tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il disait qu'il y avait de l'électricité, je sais pas, le wifi dans les pyramides. Mais vous voyez le niveau de l'histoire fictive recréée pour ces Ukrainiens, c'est quasiment du même niveau. D'ailleurs, moi j'ai parlé à beaucoup de Russes et il y en a un qui m'a raconté l'histoire d'un jeune de Kharkov qui en 2014 s'était révolté parce qu'il y avait un mouvement de révolte populaire contre Kiev et pro-russe. Je crois que c'est là que ça a commencé. Hein. Et il s'était senti trahi par la Russie parce qu'il n'était pas rentré à l'époque. Après, il y a des impératifs qu'ils ignoraient du point de vue de l'État russe. Et qu'en 2022, ces mêmes jeunes combattaient du côté ukrainien. C'est qu'en l'espace de quelques années, il y a eu un tel travail de propagande du côté occidental et kievien qu'on a pu faire basculer une génération du côté pro-russe au côté pro-ukrainien. Et le reproche qui est fait, c'est que pendant toutes ces années de propagande kievienne, que faisait la Russie? Je veux dire, pourquoi il n'y avait pas de contre-propagande, etc., sur le terrain? Et ça m'amène à la question de l'idéologie, avant de parler du front. Alors officiellement, la Russie n'a pas d'idéologie, c'est dans la Constitution. Pourquoi? Parce que le caractère de l'âme russe est un caractère qui tire toujours vers la radicalité, n'importe quelle idéologie. En tant que communistes, ils vont à l'extrême. En tant que libéraux, pareil, on a vu, ils vont à l'extrême. Et donc, il était interdit d'avoir une idéologie officielle qui serait exclusive et celle de l'État. Mais, on a vu ces dernières années, notamment depuis 2022, une forme d'idéologie populaire qui remonte, contrairement aux autres, du bas vers le haut, et qui commence à donner ce qu'on appelle le monde russe. Une forme d'idéologie de synthèse qui ne renie pas le passé, ni le passé communiste, ni le passé impérial, ni toutes les phases de l'histoire russe. Alors, cette idéologie de monde russe, pour vous, est-ce qu'il s'agit d'un mythe fondateur, comme toutes les nations en ont besoin, ou d'une idéologie, ou d'une réalité historique immanente et vivante?
Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a un qu'on a appelé à un moment un idéologue du Kremlin, dont j'ai oublié le nom, mais lui parlait de peuple profond. Et il avait écrit un article sur le peuple profond. Et lui, il expliquait qu'en fait, les élites russes ont toujours été en dessous souvent en dessous de leur devoir, mais que finalement, ceux qui ramenaient qui les ramenaient à la réalité, c'était le peuple russe, le peuple profond qui tout d'un coup fait éruption dans son histoire et qui remet les choses à leur place. Donc c'est ce qu'il disait, il jouait sur le terme donc de l'État profond qu'on connaît bien aux États-Unis. Il disait en Russie nous n'avons pas d'État profond, mais nous avons un peuple profond. Sur la notion de monde russe, effectivement on a entendu beaucoup parler. Alors Vladimir Poutine lui-même avait dit que la Russie, la seule idéologie qui devait exister en Russie, c'était le patriotisme. Donc c'est quand même intéressant de le souligner. Et lui était contre c'est toujours prononcé contre tout messianisme. Et il a dit d'ailleurs, j'espère que plus jamais ni les élites russes ni le peuple russe n'auront une idée messianique. Faut juste, la seule idée qu'on voit, c'est la patrie, c'est-à-dire l'amour de la terre des pères, etc. Et moi je rajouterais, puisqu'on sait que Vladimir Poutine s'en réfère régulièrement et le fait lire aux autres, Ivan Ilin, donc qui est un doctrinaire, un idéologue du patriotisme russe, du nationalisme russe. Donc il a écrit un recueil qui s'appelle Nos missions et dans lequel précisément il décrit ce que c'est que le nationalisme pour lui. Donc c'est pas un nationalisme, comme Poutine dit lui-même, le nationalisme des cavernes, qui veut que vous ayez envie de tuer votre voisin et de l'envahir. C'est une contemplation en fait de l'acte de son peuple dans l'histoire devant Dieu. C'est ça. Et donc en prenant à la fois les réussites, les accomplissements, et il y en a eu, de grands pour la France, pour la Russie, pour ces nations millénaires, et également ses défauts, assumer ses échecs, les erreurs qu'on a commises, voire les fautes. Voilà. Et je pense que c'est ça la vision, en tout cas de Poutine, et qu'il essaie de transmettre, puisque précisément Nos missions, c'est le livre, fait partie des 3 livres qu'il avait fait lire, qui avaient été distribués aux hauts fonctionnaires en 2016 de mémoire. Donc je pense que c'est ça le monde russe. Voilà, c'est une appartenance à une civilisation qui a pris racine, on va dire, à la fin du premier millénaire. Hein, le baptême donc qui est profondément enraciné dans l'orthodoxie, puisque l'acte de naissance en fait de la Rousse de Kiev, donc de la nation russe, en fait, c'est 988. Au moment où nous, un an après que le Hugues Capet était élu roi, en fait. Donc on a à peu près des histoires assez parallèles, même si la natiogénèse française remonte même encore un peu plus loin avec le baptême de Clovis, puisque en Europe, souvent le baptême du prince est l'acte reconnu de naissance. C'est le cas en Pologne, c'est le cas en France, c'est le cas en Russie, et c'est quelque chose de fondamental. Et ça lie en fait, la foi avec la nation sur laquelle ça se construit. Donc oui, je pense que la Russie est un État-civilisation, c'est le thème qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'elle a la durée. Pour moi, une nation, en fait, et la force d'une nation, il y a quatre aspects. Il faut un peuple, il faut un État, il faut un territoire, et il faut une durée. Et la France, c'est quatre on va dire, attributs quasiment à la perfection. Et la Russie, c'est un peu plus compliqué, mais parce que notamment la capitale a beaucoup changé. Nous, en fait, quasiment la capitale a toujours été à Paris, à part de courts moments, très courts moments dans l'histoire. Les Russes, ça a commencé à Veliki Novgorod, en Russie, c'est descendu à Kiev, ensuite ça a bougé à Khalitch même, ça a bougé à Vladimir, ça a bougé la Moscovie, voilà, ensuite c'est passé à Saint-Pétersbourg, ensuite c'est revenu à Moscou. Donc là, voilà. Mais il y a toujours eu un État. Il y a toujours un État qui, même quand il était dysfonctionnel, était là. Et en France, il y en a toujours eu également un peu trop même d'ailleurs, aujourd'hui. Et il y a bien sûr un peuple, donc un immense peuple, qui s'est en plus répandu jusqu'au bord de la mer du Japon. Donc oui, je pense que c'est une civilisation à soi tout seul, mais je le pense aussi pour la France.
Je pense que la France est quelque chose de vraiment particulier. Et notamment, ce qui est fondamental, c'est la durée. Et il y a peu de nations, en fait, qui peuvent se vanter, être fiers d'avoir cette durée, d'avoir eu ces quatre attributs de manière aussi régulière, aussi continue. Et je pense que c'est ça la particularité de la Russie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie n'est pas une puissance colonisatrice, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est que quand elle s'est étendue, notamment à l'époque de l'URSS, tous les peuples agglomérés étaient des citoyens égaux. Comme on peut faire le parallèle en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks ne sont pas décolonisés, ils sont citoyens français, comme moi. Donc à la Russie, on peut même dire que c'est l'inverse qui s'est produit. Parce qu'à l'époque de Staline, tout était fait pour encourager les minorités, tout à fait, afin de mieux diluer l'identité du peuple russe. Et il s'est passé exactement la même chose en Yougoslavie. Ouais. Tito était croate, il était entouré de Croates, de Monténégrins, si tant est que les Monténégrins soient différents de... Milosevic était monténégrin. Ouais. Donc effectivement, ça c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il y a eu... D'ailleurs, 1917 est une révolte des minorités. Alors, à cause du national-socialisme, on a été focalisé sur le judéo-bolchevisme, mais ce qui est une réalité, c'est très bien expliqué par Solzhenitsyn, mais il y a aussi le polono-bolchevisme, parce que les Polonais ont joué un rôle fondamental dans la révolution bolchevique, Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, celui qui dirige le Parti communiste au moment de l'Holodomor en Ukraine, Kotior était un Polonais également, donc les Polonais ont joué un rôle extrêmement important. D'ailleurs, Marx parle beaucoup des Polonais dans le mouvement révolutionnaire européen, et les Géorgiens. C'est Géorgien. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est quand Hitler écrit Mein Kampf et qu'il le publie, donc 1925-1926, il est persuadé que l'URSS s'écroulera d'un seul morceau parce que en fait c'est contrôlé par les Juifs et que ça marchera pas, etc. Mais quand il le sort, en fait, c'est les Géorgiens qui tiennent l'URSS. C'est Staline, Orgenikidze, Beria. C'est sur son clan en fait. Et chef, un Ukrainien. Voilà. Les Lettons aussi. Il y a le lettono-bolchevisme. Le premier chef de l'armée rouge est fondé par un juif Trotsky, mais le premier chef de l'armée rouge, c'est Vatsaitis. Et c'est un letton. Et les gardes du corps de Lénine s'appelaient les fusiliers lettons. Donc en fait, ça c'est vrai que c'est une particularité, c'est que en tout cas la Russie bolchevique puis l'URSS ont tellement bien intégré leurs minorités que les minorités ont pris le pouvoir. Il y a, comment dirais-je, on prend le nom des secrétaires généraux du Parti communiste. Donc Lénine, alors Lénine c'est un peu un sang mêlé, il y a beaucoup de choses. Oui, il était noble, en partie juif, mais asiatique, il y a un peu de tout. Et il en était fier d'ailleurs, c'est fou. La biographie de Stéphane Courtois sur Lénine le montre. Staline était 100% géorgien. Ensuite, vous avez Khrouchtchev, il était à la frontière, plutôt côté russe de l'Ukraine, mais en fait, lui-même était très ukrainophile. D'ailleurs, sa deuxième femme était ukrainienne. C'est lui qui a donné la Crimée. Lui, il était, si on prend purement la frontière, il est né à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Mais il était très ukrainophile. Brejnev était ukrainien. Andropov était à moitié juif. Tchernyenko était, comme son nom l'indique, ukrainien de Sibérie. D'ailleurs, il avait suivi, je crois, c'était Brejnev qui avait été vraiment nommé en Moldavie. Et puis finalement, le seul véritable russe, c'est Gorbatchev. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'hostilité vis-à-vis. Et d'ailleurs, quand vous étiez kievien, communiste ukrainien, vous essayez de monter à Moscou, parce que c'était là que tout se passait. Ça explique aussi la médiocrité des élites ukrainiennes actuelles, puisque en Ukraine comme ailleurs, ce sont les anciens du Parti communiste qui ont pris le pouvoir. Kravchuk, il est secrétaire général du Parti communiste. C'est des bras cassés qui sont restés à Kiev. Et le niveau des élites kieviennes s'en ressent. Les bons, ils devenaient comme Brejnev, ils devenaient secrétaire général du Parti communiste, ou aux fonctionnaires. Donc voilà, ça c'est... Alors, pour revenir au monde russe et passer à autre chose, les mauvaises langues disent que le monde russe est une idéologie impériale. Pourquoi ? Parce qu'il englobe des territoires qui vont au-delà des territoires de la Fédération de Russie. Parce que là où il y a des Russes, c'est le monde russe. Et de ce fait, la Russie se donne toujours le droit de chercher à faire une forme d'Anschluss pan-slave et d'intégrer toutes les minorités russes un peu partout, en Géorgie, en Moldavie, un peu partout. Mais dans les faits, alors je ne sais pas si je me trompe, en fait la Russie n'intervient que quand cette minorité est en danger menacée de génocide. Tout à fait. Contrairement aux libéraux qui interviennent. On l'a vu dans les pays baltes.
On a vu dans les pays baltes, il y a pourtant des lois racistes qui fait des Russes des citoyens de seconde zone. La Russie n'est pas intervenue et ne s'apprête pas à intervenir. Au Kazakhstan, il y a une grosse minorité, alors qui diminue parce que les Kazakhs font plus d'enfants que les Russes. Hein. Mais il y a le nord du Kazakhstan. D'ailleurs, le Kazakhstan, comme tous les pays d'Asie centrale, ça n'existait pas. C'était des peuples nomades. C'est la Russie d'abord et surtout l'URSS qui a créé ces États, qui a donné à ces peuples la notion d'État. Ça fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de rancœur. Bon, il y a toujours des minorités qui ne sont pas contentes, mais là, on l'a vu dans le voyage de Vladimir Poutine en Ouzbékistan. Paradoxalement, ceux qui ont créé les mauvaises relations entre la Russie et les anciennes républiques, c'est les anciens du Parti communiste. Encore une fois, Kravchuk en Ukraine, Karimov en Ouzbékistan, et donc la force du Kazakhstan sous Nazarbayev et maintenant sous Tokayev, c'est justement de ne pas être rentré en conflit avec la plus grosse des minorités qui était la minorité russe. Mais aujourd'hui, on voit que finalement, avec le recul, 34 ans, 32 ans après, ces minorités se rendent compte du bien, malgré tout, qu'a fait l'URSS pour eux. Et d'ailleurs, voilà, je viens de récupérer le livre. Donc là, Evgeny Primakov, Au cœur du pouvoir. C'était donc le premier vrai Premier ministre de la Russie, donc qui est arrivé au pouvoir après la crise économique de 98. Et donc juste avant Vladimir Poutine. Les oligarques ont eu sa peau et en revanche Poutine a eu la leur. Et donc lui, il explique précisément dans ses mémoires qu'il y avait un mouvement dissident à l'intérieur de la Russie, dont on parlait moins, qui considérait que la Russie devait arrêter de dépenser sa richesse pour développer les nations périphériques. Et puisque les transferts de richesse, d'ailleurs ça a été largement étudié ça par les historiens, les transferts de richesse étaient colossaux entre la République fédérative de Russie et les autres républiques. La seule république avec laquelle c'était à peu près équilibré, c'était la Biélorussie. Qui aussi, pareil, est une création bolchevique. Il n'y avait pas de Biélorussie avant. Mais qui avait un potentiel industriel important. Qui a eu la chance d'être gouverné de la même manière que Nazarbayev a évité la catastrophe au Kazakhstan, malgré ses défauts, de la même manière que la présence de Loukachenko. Il avait un jeu un peu trouble à un certain moment. Il cherchait à s'émanciper de Moscou, mais il a vite compris qu'il fallait revenir. Tout à fait. Après la tentative de révolution colorée, qui heureusement était ratée. Tout à fait. Ça, c'est Tokayev, ça. Tokayev, les deux, en fait. Même Loukachenko, il y a 2 ans, il y avait des manifs. Oui, tout à fait. Oui, il venait de recevoir Mike Pompeo, quand même. Bah oui. Il venait de recevoir Mike Pompeo. Félicitations, vous allez avoir votre première cargaison de gaz liquéfié qui a passé par la Pologne. Mais ça c'est le problème de Washington, des systèmes totalitaires, c'est-à-dire que le changement, c'est maintenant. Et ils auraient attendu un peu. Ça aurait pu marcher. Comme Yanukovych. Yanukovych, pour séparer l'Ukraine de la Russie, aurait été bien plus efficace que Poroshenko ou que Zelensky. Mais le problème de Shevardnadze, qui était remplacé par Saakashvili, aurait été bien plus efficace, puisque c'était un ancien soviétique, etc. Mais l'administration américaine est toujours pressée. Ça, c'est, je pense, une vision eschatologique. Quand vous ne croyez pas en Dieu, vous voulez que tout soit fait maintenant. Mais après, quand vous avez des enfants et que vous croyez en Dieu, vous vous projetez dans la longue durée, ce qui n'est pas leur cas. Ils ne doivent pas croire en Dieu, tout le monde en quoi ils croient. Et donc effectivement, ils avaient, donc ces potentats qui ont été mis en place après à la chute de l'URSS, en fait, étaient issus du communisme, du Parti communiste, et c'est bien qu'ils soient en train de partir. Et pour la Russie, c'est très bien. Et on le voit vraiment, notamment avec Tokayev au Kazakhstan, avec son nom est très difficile à prononcer, le nouveau président ouzbek, Vilyuzoye, bon, peu importe. Je vais le mettre en descriptif. Voilà. donc là, les choses sont plutôt... et donc finalement, on voit que là où il y avait des minorités russes, il n'y a pas eu d'intervention de la Russie militaire. Par exemple, les minorités russes en Azerbaïdjan ont été très très maltraitées, comme les minorités arméniennes d'ailleurs, et ça n'a pas entraîné une intervention. En plus, il y a de bonnes relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Ça se passe plutôt bien. Je pense que là, on arrive un peu à un moment où toutes les anciennes républiques, à l'exception de l'Ukraine, ont pris du recul sur ce qui s'est passé, sur la fin de l'URSS, se sont en train de se rendre compte qu'en fait, notamment en Géorgie, la Géorgie était la république la plus riche
le plus prospère du RSS. Parce qu'effectivement, l'État central russe, c'était la République de Staline, donc ils avaient, en plus on les avait laissés avoir un minimum d'économie de marché, donc ça fonctionnait mieux. Et puis c'est le Caucase, c'est très dur de contrôler, c'est l'anarchie en fait. Donc c'était, et finalement ils étaient très pressés de quitter l'URSS, mais maintenant, et donc ensuite il y a eu Saakashvili, l'Europe, etc. Et finalement on s'aperçoit qu'il y a une majorité de Géorgiens qui vote aujourd'hui pour un pouvoir qui n'est pas pro-russe, mais qui dit on ne va pas servir de bélier contre la Russie, comme ça a été le cas sous Saakashvili, comme c'est le cas pour l'Ukraine. Prévenez le bras de fer récent entre le Parlement et la présidente. Mais le Parlement a voté, a tenu le bras de fer par rapport à la question de la loi sur les agents... la loi américaine. En fait, oui, effectivement. Registration Act 1938. C'est la même aux États-Unis. C'est pas du tout une loi russe. Oui, mais la Géorgie n'a pas le droit de le faire. Non, en fait, l'hégémon a le droit de la prendre pour lui, mais en fait, les États esclaves, nous, non. Parce que j'ai compris qu'une fois que la loi sera appliquée, si jamais elle venait réellement être appliquée, on verra que tout est contrôlé par Washington. C'est ça. C'est d'où l'agressivité. Il y avait cette image, on voit un député qui arrive. Il y a un député donc du gouvernement, enfin un représentant du Parlement du rêve géorgien qui est en train de parler. Il y en a un qui arrive qui lui met un coup de poing. Et en fait, lui, il est payé par je sais pas qui, par Soros, par la NED, par. Moi, j'ai regardé, j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai fait une émission pour RT sur la Géorgie, notamment l'association des jeunes avocats. C'est pas caché en plus. Vous allez sur le site internet. Financé par, c'est ça, la NED, Soros, partenariat avec l'ambassade des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, etc. Ce sont effectivement des agents de l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi, en fait, vous devez le dire à chaque fois que vous prenez la parole, si vous êtes payé plus de 20% de vos finances. Donc la loi est moins stricte que la loi américaine. Je recommande à nos auditeurs d'aller voir la loi américaine. C'est quoi qu'il arrive, même si vous prenez 10 francs, vous êtes un agent de l'étranger, vous recevez de l'argent. Et aux États-Unis, il vaut mieux respecter la loi parce que ça peut mal se finir. Donc voilà. Mais on voit que donc malgré ça, malgré le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, contrairement à la Russie, ils se rendent bien compte que l'intérêt de la Géorgie, c'est de bien s'entendre avec son voisin, qui lui achète du vin, de l'eau gazeuse, certains produits agricoles, et qui lui livrent du gaz, du pétrole, du tourisme. Voilà. Donc il n'y a aucun sens pour la Géorgie de se mettre mal avec son voisin. Et aujourd'hui, visiblement, la majorité des Géorgiens l'ont compris, puisque le rêve géorgien, donc, qui veut cette loi, a emporté les présidentielles, a emporté le Parlement, et vraisemblablement, et c'est aussi ça explique le problème, c'est qu'on est à la fin de l'année, on est en élection présidentielle aussi en Géorgie. Donc Madame Zourabichvili, qui est une Française, qui parle mal géorgien d'ailleurs, va remettre son poste en jeu, et ça se présente très mal pour elle. Voilà, donc Washington s'inquiète, et puis évidemment, qu'est-ce qui va se passer si à chaque fois que donc les partis qui soutiennent les candidats pro-américains, à chaque fois qu'ils prennent la parole, avant ils doivent préciser, by the way, on reçoit 50% de notre financement par l'ambassade des États-Unis. Évidemment que c'est compliqué de parler. C'est très compliqué. D'ailleurs, la Russie avait pris effectivement cette même. Il y avait avant 2022, il y avait beaucoup plus de liberté de la presse en Russie qu'en France, par exemple. Il y avait des chaînes de télé qui s'appelait Doge TV, que j'ai beaucoup suivi d'ailleurs, parce que ça me permettait de prendre la température. Qui critiquait ouvertement, de manière, surtout là, sur le Covid, sur tout, c'était vraiment... et donc, et en fait, donc cette loi s'est appliquée à eux et démarraient leurs émissions en disant nous sommes, selon la loi, nous sommes un agent étranger. Là, c'est vrai qu'après vous prenez plus de recul sur ce que quand vous êtes russe, vous êtes payé par l'étranger. Alors maintenant ils sont installés à Vilnius. Donc voilà, au moins c'est clair, les choses sont claires. Mais je pense que c'est une très bonne loi d'ailleurs. France devrait adopter la même. En fait, tous les pays du monde devraient adopter. À un certain moment, il faut savoir qui en écoute et d'où on parle. C'est tout à fait normal. Ça me choquerait pas. Alors autre question relative à l'immigration, qui est problématique en France et en Europe occidentale, ça on le voit. Mais en Russie, alors j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre d'une certaine immigration tadjik, ouzbek, on l'a vu avec les récents attentats à Khodorkovsk, à Moscou, et ça nous amène sur un terrain qui est également géopolitique. A priori, on pourra dire que ces gens-là étaient, il n'y a pas très longtemps, des citoyens d'un même État, l'Union soviétique.
s'agisse de Tadjiks, Ouzbeks, etc. Et que, globalement, ce n'est pas des étrangers à l'image, je ne sais pas, d'un Éthiopien qui irait en Allemagne ou d'un Sénégalais qui irait en France. Il y a quand même un passé commun entre les Tadjiks et les Russes. Mais ce qu'on me dit, c'est que la nouvelle génération des Tadjiks, qui est née dans les années 90-2000, a perdu ce lien qu'avaient leurs parents, avec l'appartenance commune à un même monde, à un même univers. Et que beaucoup ne parlent même pas le russe. Donc même à l'école, on a arrêté d'enseigner, etc. Alors, dans quelle mesure elle est problématique? Parce que moi, quand je me balade à Moscou, il y a zéro risque. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas. Mais beaucoup de gens regardent qu'il y a un début de radicalisation de ces minorités qui sont là, qui ne peuvent pas vivre le wahhabisme dans leur pays d'origine, parce que là-bas, on ne plaisante pas, au Ouzbékistan, au Tadjikistan, mais qui, là, en Russie, profitent de la liberté qui leur est offerte pour, voilà, donc il y a le niqab, on voit, alors, pas partout comme en Europe, mais c'est un phénomène qui inquiète beaucoup de Russes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il faut voir que il y a une partie c'est toujours les élites, par exemple au Tadjikistan, les Tadjiks sont des Perses. Hein. Donc c'est quand même un peuple un peuple d'élite. Et les gens qui habitent à Douchanbé, moi j'ai des amis qui ont travaillé là-bas, ils me disent c'est des gens très raffinés, qui continuent à parler russe, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que les Tadjiks qui débarquent en Russie, bah, c'est un peu comme en France en fait. C'est pas l'élite, du monde maghrébin ou du monde noir africain qui débarque en France souvent. Donc, quand ils savent faire quelque chose, ils ont plutôt en Allemagne qu'en France. Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que nous, les Tadjiks, nous les Russes, les Tadjiks qu'on récupère, c'est les gens du village, donc ils parlent pas russe, ça c'est clair. C'est d'ailleurs un scandale qui est lié à l'affaire du Crocus City, de l'attentat. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des citoyens russes et on s'apercevait qu'ils parlaient très mal russe. Et normalement, quand vous prenez la citoyenneté russe, vous devez avoir... Donc il y a de la corruption. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un durcissement radical des lois sur l'immigration, du contrôle des certificats de langue, etc., etc. Donc, et aussi, il faut voir qu'en Russie, on retire la nationalité. Quand on découvre qu'elle a été obtenue de manière frauduleuse, avec des faux documents, etc., eh bien, en fait, la citoyenneté... Et il y a comme on m'avait dit, je crois qu'il y a eu, c'était l'année dernière, je crois qu'il y a eu 30 000 retraits de la citoyenneté, et je pense que ça va continuer comme ça. Donc voilà, c'est moins gravé dans le marbre qu'en France, où une fois que c'est donné, on peut plus y toucher. Donc là, je pense que la Russie prend la mesure du problème, mais il y a un autre problème contre lequel elle ne peut rien, c'est que l'économie russe est en plein décollage et qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On est à 2,8% de chômeurs. Donc ils sont obligés de faire venir. Alors là, ce qui était clair, ce que Poutine en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est plutôt c'est la robotisation. Donc optimiser le travail, les robots, l'intelligence artificielle. Le modèle japonais. Voilà, modèle japonais. Le modèle japonais. Ça, c'est ce qui va être suivi. D'ailleurs, si on va par exemple, au métro Sokol, il y a des petites machines pour les livraisons. C'est en train d'être testé. Donc au niveau des rayons. Donc ils veulent vraiment remplacer la main-d'œuvre immigrée qui vient pour travailler, ça faut quand même le dire. Elle vient pour travailler, mais après, une fois qu'elle est installée, on essaie de faire les cousins, les cousines, on essaie de se marier et puis d'obtenir la citoyenneté pour bénéficier des aides sociales qui sont notamment à Moscou significatives. Que pour les familles nombreuses. Je bénéficie, moi j'ai 5 enfants, je peux vous dire qu'on ne paye pas grand-chose. Hein. Donc évidemment, ils veulent bénéficier de ça. Et puis, il faut voir aussi les régions d'où ils viennent, et c'est quand même extrêmement pauvre. Sortie de Douchanbé au Tadjikistan, voilà. Et alors, aussi, une bonne chose, c'est le décollage économique de certaines régions. Par exemple, il y a beaucoup notamment de chauffeurs taxi ouzbeks. Oui. Mais aujourd'hui, l'Ouzbékistan est en plein décollage économique. Donc ça aussi, c'est une solution. Et la Russie participe à ce décollage économique, va construire 6 réacteurs nucléaires, du gaz, du pétrole, des échanges économiques. Franchement, c'est un modèle du genre. La visite de Poutine de cette semaine en Ouzbékistan, c'est un modèle du genre. De ce qu'il faut obtenir. Et donc là aussi, ça peut être une solution. Et il faut quand même dire aussi que la loi russe est dure, et son application est dure. Donc pour ceux qui enfreignent les règles, surtout depuis l'attentat du Crocus City Hall, il y a eu des descentes partout, dans tous les endroits où il y avait des immigrés, etc., etc. Donc c'est un problème, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas critique.
Et il faut voir aussi, en plus, on n'a pas une société qui culpabilise le slave comme on culpabilise le blanc français dès qu'il se passe quelque chose. Et en plus, vous avez déjà des musulmans en Russie qui ne sont pas des déracinés. Les Tatars. Les Tchétchènes, les Tatars, les Ingouches, les Kabardes. Et eux, c'est les premiers à aller expliquer aux Tadjiks, et ils ne le font pas gentiment, qu'il faut qu'ils se tiennent correctement. D'ailleurs, le regard porté sur les Tchétchènes a beaucoup changé en Russie. Parce qu'avant, effectivement, il y a quelques Tchétchènes qui se comportent mal, notamment des mariages où ils bloquent la route avec, en train de tirer des balles en l'air. Mais depuis le 2022, on a vu qu'il y avait énormément de Tchétchènes qui étaient morts sur le champ de bataille pour la Russie. Et là, aujourd'hui, il y a un immense respect vis-à-vis des Tchétchènes. Tout à fait. Il y a quelqu'un que j'aime bien, que je cite dans mon bouquin, qui s'appelle Apti Alaoudinov, donc qui est un général. Si un jour, d'ailleurs, je pense, il a souvent demandé, comme Shoigu et Lavrov, Ramzan Kadyrov voulait partir. Je pense que ça pourrait très bien lui. Et je me souviens, donc c'est un général de la garde nationale. Donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur, et qui était toujours sur la ligne de front, notamment dans la région de Kreména, et qui, au moment où les Russes avaient un petit moment de doute, moi j'en ai jamais eu, mais j'ai quelques connaissances militaires, et donc il passait régulièrement dans les médias de la ligne de front sur Skype, et il avait extrêmement calme, il rassurait, j'aime beaucoup sa personnalité en fait. En plus, il parle bien en russe. Il parle bien russe, toujours. Et lui, il a une vision, eschatologique, hein, quasiment du combat. Les shaitans, il cite, je cite dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Il dit que de toute manière, à la fin des temps, les chrétiens, les musulmans sont s'allier pour l'arrivée du Christ. Alors pour les musulmans, c'est pas Dieu, mais c'est comme un prophète, et que ils feront la guerre ensemble à Satan. Donc Сегодня мир захлестнула война фашистов, которые по сути своей живут сатанистской идеологией, которые навязывают всему миру, вымывая полностью все, что было ниспослано нам Всевышним. Сегодня в мире остается два острова. Это Китай и Россия, которая по сути своей является единственным островом, который придерживается именно религиозных ценностей, которые ниспосланы нам Всевышним. То есть, что христиане, что мусульмане, мы являемся представителями религии Писания. Сегодня, защищая Россию, мы защищаем именно эти ценности. Если мне сказать, что мои дети могли бы ходить на ЛГБТ-парады, на гей-парады, что они могли бы ходить под флагами ЛГБТ, для меня это, наверное, равнозначно моему убийству. И у нас этого не будет. Я знаю, что Писания говорят о том, что мы выиграем, это вопрос однозначный. Alors évidemment, sur le choc des civilisations, ça a des effets désastreux. Mais bon, ça produit son effet. Mais en Russie, ça produit son effet. Et moi, j'ai bien vu autour de moi, effectivement, le respect. C'est Saint-Exupéry, en fait. C'est-à-dire, si vous donnez un objectif commun à une communauté humaine, eh bien, vous la transcendez. Et là, c'est vrai que quelque chose s'y est passé. Moi, avant l'opération militaire spéciale, j'avais déjà des amis tchétchènes, donc je me suis toujours bien entendu avec eux. Donc ça m'a pas surpris, en fait, quand on creuse. Et puis, encore une fois, il n'y a pas en Russie cette culpabilité de l'homme blanc qui fait qu'on est toujours en train de s'excuser. Les Russes ne s'excusent jamais devant les Tchétchènes, les Tchétchènes ne s'excusent jamais devant les Russes. Finalement, la guerre en Tchétchénie, grâce à la sagesse du père de Ahmed Kadyrov, grâce à sa sagesse, eh bien, on a trouvé une solution politique. Son fils a eu également la même sagesse. Vladimir Poutine a eu raison de lui faire confiance. Et je pense que le problème, alors tout a toujours très mal marché, disait Jacques Bainville, mais je pense que là, le problème tchétchène est réglé et pour longtemps. Voilà. Et finalement, on s'aperçoit que les Tatars sont parfaitement intégrés. Voilà, donc ça fait 5 siècles, hein, la prise de Kazan. Voilà. En plus, il y avait un brassage entre les Mongols de la Horde d'Or avec les Russes. Ce n'est pas l'invasion que l'on nous présente habituellement. Non. C'est beaucoup plus. Mais d'ailleurs, quand on voit les. Et le Russe, c'est le peuple des steppes et le peuple des forêts. C'est un peu la synthèse des deux. Exactement. Et de toute manière, on voit très bien dans les batailles, les combats qui ont opposé les Russes avec l'envahisseur tataro-mongol. En fait, il y avait aussi des tataro-mongols côté des Russes. C'était beaucoup plus nuancé. Et puis la bataille contre les
l'ordre teutonique. Teutonique, La bataille du lac Peipus, il y avait des Mongols et des Russes dirigés par Alexandre Nevsky. Donc c'était voilà, donc c'est et ça ils ont conscience de cette histoire. Vladimir Poutine insiste souvent là-dessus en disant nous sommes un peuple multinational, etc. Je pense que pour l'instant les piéger dans un affrontement du choc des civilisations, pour l'instant je pense que c'est quasiment impossible. Donc les fantasmes notamment polonais, ils ont organisé les Polonais en janvier 2023. Et ils en ont fait une depuis, d'ailleurs, une conférence au sein de l'Union européenne où ils invitaient, soi-disant, les représentants des peuples de Russie. Donc des gens que personne ne connaît, mais même pas dans leur région. Donc on y a même du fin fond de la Sibérie, du nord de la Sibérie, on y arrivait, qui se plaignaient de la tyrannie de Moscou. On voit les moyens que les Russes mettent pour permettre à ces gens-là de vivre, de se reproduire, de maintenir d'être fiers de leur identité également, de leur langue. Leur genre de vie, en plus. C'est pas seulement, allez hop, on va te foutre dans une ville et puis l'affaire est réglée. Donc tu vas habiter dans un igloo, ok, bref. L'hélicoptère, il va t'amener de quoi. Donc ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est très important pour Poutine. Et les Russes se laissent pas avoir. En revanche, il est vrai que dans une partie notamment des partis les plus radicaux, par exemple dans le parti de feu Zhirinovsky, LDPR. Le LDPR, qui est paradoxalement le parti libéral-démocrate. Je trouvais ça très particulier. Il paraît que les LR sont un parti de droite aussi, donc paraît-il. Donc eux, ils ont eu un discours à l'époque Zhirinovsky, un discours extrêmement dur sur l'immigration. Qui était très visionnaire sur le plan de la géopolitique. Oui. Paradoxal. Non, tout à fait, tout à fait. Хохлы странные люди, молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских. Вот и все. Mais globalement, il n'y a pas de... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qu'on voit partir, ils sont très peu nombreux en fait, mais côté ukrainien, des Russes côté ukrainien, ils viennent de ces mouvements racistes qu'on a vus, qui ont eu un peu l'aurore jusqu'en 2010, 2011. Je crois que la Rousski Marche, le dernier moment où il y a eu plusieurs milliers, ça devait être 2010. Et puis après, en fait, ça c'est, il n'y a pas de fond là-dessus, ça s'est délité. Et surtout, l'affaire ukrainienne a été bénéfique pour ça. Parce que le jeune qui serait tenté un peu par la radicalité, s'aperçoit que c'est pas le pauvre immigré tadjik qui ramasse la neige pour 150 € par mois, je caricature un peu, pendant tout l'hiver, c'est pas lui qui est une menace vitale pour la Russie, et donc si on est un patriote sain, on s'aperçoit que l'adversaire est ailleurs. Et donc là-dessus, je pense que pareil, l'opération militaire spéciale et le conflit en Ukraine de manière générale, depuis 2014, ont quand même ramené les choses. Et donc cette petite minorité qui va se battre du côté ukrainien, elle est souvent issue de ces mouvements racistes. Suprématistes. Non seulement vis-à-vis des Tadjiks, mais vis-à-vis de tous les peuples du Caucase, des Russes qui sont des sous-hommes slaves, etc. Alors parlons du front, en parlant d'adversaires. Alors depuis quelques semaines, il y a une offensive russe qui est menée dans la région de Kharkov, et personne ne s'y attendait, en tout cas du côté ukrainien et du côté occidental. Et en même temps, les Russes maintiennent la pression tout au long du front. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un front d'à peu près 1200 km, qui n'est pas facile à tenir. Donc il y a une forme d'acupuncture que les Russes pratiquent tout au long du front, et puis tout d'un coup, il y a une aiguille beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante qui a été plantée du côté de Kharkov. Mais sur le terrain, en réalité, il s'agit de à peu près 15 000 combattants russes, avec 400 chars, 2000 unités d'artillerie. Donc a priori, le but n'est pas de prendre la ville de Kharkov, on ne la prend pas avec 15 000 soldats. Alors c'est quoi l'objectif qui est recherché du côté russe? Alors il y en a deux. Il y a un objectif principal. Moi j'ai comparé ça, je ne suis pas le seul d'ailleurs, j'ai vu que les Anglais, dans la revue Russie, rien à voir avec la Russie, c'est RUSI, c'est Institute, je ne sais pas trop quoi, donc avait fait ce même parallèle avec ce qu'a fait Broussilov, le général Broussilov, en 1916. Donc à l'époque, en fait, il y avait eu un accord donc, entre les Français et les Russes et les Anglais qui étaient alliés. C'est-à-dire que si jamais il y avait une offensive côté allemand, côté français, dans ce cas, la Russie passait à l'attaque de son côté pour empêcher les Allemands de concentrer leurs forces. Nous, c'était l'époque où on a eu Verdun, et c'est comme pour la bataille de la Marne. Si les Russes n'avaient pas attaqué à l'Est, on aurait perdu à Verdun, faut quand même le dire. Donc les Allemands étaient obligés de laisser des forces considérables. Donc il y avait fixé une partie des armes. Voilà. Et donc il y avait plusieurs généraux. Donc il y avait le général Evert qui était au nord, et au sud, sur le front qui n'était pas prioritaire, il y avait Broussilov.
Et Brusilov avait compris qu'il fallait arrêter les vagues humaines, ce qu'on appelle, LCI nous en parle tout le temps, ces fameuses vagues humaines, c'est-à-dire l'assaut, comme nous, on a fait Paris en 14, hein, le 28 août 1914, il y a eu 27 000 morts en une journée noire de l'armée française. Donc les Russes faisaient pareil, et petit à petit les Français ont changé, Brusilov en plus est allé en France, il a vu les modifications, donc il a adapté l'infanterie. S'est mise à agir de manière très coordonnée avec l'artillerie. Les préparations d'artillerie, alors qu'avant on bombardait dans tous les sens, sont devenues extrêmement précises. Et l'assaut était donné quasiment par surprise sur les lignes. Alors Brusilov n'était pas le front prioritaire parce qu'il était face aux Autrichiens. Et lui, il a appliqué ça. Donc il a formé pendant des mois son infanterie, son artillerie, pour être parfaitement coordonné. Mais l'effort principal devait être au nord contre les Allemands par le général Evert, qui était un nul, un gamelin, voilà, avant l'heure. Et en revanche, la stratégie, l'art opératif de Brusilov s'est révélée extrêmement efficace. Et en fait, il a fait ça. Donc il attaquait sur l'ensemble du front. Jamais l'infanterie sortait de la coupole que donnait l'artillerie, donc c'était pas les grandes percées à la Joukov qu'on verra plus tard, où tout d'un coup on se trouve isolé, on peut se faire attaquer sur les flancs, les pertes augmentent, etc. Brusilov avait, comme Pétain à la même époque, voulait limiter les pertes, préserver la ressource humaine. Et ça a très bien fonctionné. Et donc, il appuyait à un endroit, ça passait pas, il n'insistait pas, il se mettait en défense. Là, ça passait, hop, on envoie la réserve et on progresse. Et en faisant ça, en quelques mois, il a détruit plus de la moitié de l'armée autrichienne. Ce qui fait qu'elle est passée sous le commandement allemand. Bon, après, c'était une autre histoire. Et surtout, du côté de Evert, lui, il n'avait pas changé les choses. C'était les vagues humaines. Et donc, les pertes ont été monstrueuses. Et même si grâce à Brusilov, en fait... Et donc finalement, Brusilov est devenu l'axe d'effort principal de l'armée allemande. Quand Nicolas II a vu... C'était pas le but à chercher au début. Finalement, c'était tellement efficace que... Exactement. Et donc, en fait, l'armée russe, en 1916, était en pleine maturation. Elle s'adaptait, comme elle a toujours su s'adapter. Et puis après, est arrivée la révolution bolchevique. Donc, mais en fait, la fin 1916, l'armée russe est une armée victorieuse. Pas facilement, mais tout espoir peut être conservé. Voilà. Puis après, bon, il y a eu 1917. Donc, ce que font les Russes aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas de grande percée, il n'y a pas de grande avancée qui risquerait d'exposer trop les flancs de l'armée russe. On a vu après Avdiivka, il y a eu un effondrement de l'armée ukrainienne jusqu'à Ocheretino. Et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui, il continue encore en année. Mais les Russes n'ont pas, ils auraient pu s'engouffrer et foncer vers Pakrovsk. Mais c'est trop risqué encore plus qu'en 1916, parce que Washington, l'OTAN voit tout. Donc vous pouvez pas faire de concentration des efforts sans le voir. C'est pour ça qu'il y a peu de gens. Il y a peu de soldats russes vers Kharkov, parce qu'il fallait laisser le doute. On ne sait pas s'ils vont attaquer à Soumy, on ne sait pas s'ils vont attaquer au contraire à l'est de Kharkov, parce que c'est très dur de faire une concentration des forces avant l'attaque sans que ça se voit. Donc en fait, il y a une nouvelle guerre qui prend en compte des nouvelles technologies d'observation, d'électronique, de guerre électronique, de drones, etc., qui est en train de se mettre en place, à laquelle il est clair que la Russie s'adapte 10 fois plus vite que l'OTAN. Et surtout, il n'y a pas ce côté épars des ressources. L'état-major de l'OTAN décide, qui commande sur place. Les pertes ukrainiennes, contrairement à ce qu'on nous a raconté, sont énormes. Donc il n'y a pas de transfert de savoir-faire. Alors que maintenant c'est même officiel, puisqu'on le lit dans la littérature, dans la presse occidentale, au contraire, l'expérience de Wagner a été utilisée pour développer des techniques de combat en Russie. On voit la vitesse à laquelle il s'adapte, la colonne d'assaut mécanisée avec le Tsar Mangal. Alors on les moquait au début, mais aujourd'hui, même les Israéliens font la même chose. Les Merkava, ils sont protégés par la même chose. Et donc en fait on s'aperçoit que là il y a la Russie s'adapte très rapidement à ces nouvelles technologies, cette nouvelle guerre. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que la Russie conquiert un territoire, se consolide sa conquête, nettoie tout autour, tous les flancs doivent être dégagés, et reprend la progression. Ne commettent pas la même erreur qu'au début. Exactement. Au début, c'était une démonstration de force, en fait. Ouais. C'était, ils espéraient provoquer une implosion du pouvoir. Voilà, et les forcer à négocier, ce qui a marché. Oui, mais les Anglais... Mais voilà, on a décidé autrement. Mais en même temps, ils ont fait en 9 jours, ils ont pris Kherson. Ils ont fait un bond de la Crimée jusqu'à Kherson en franchissant le Dniepr en 9 jours. Et là, personne ne s'y attendait, même les Ukrainiens.
bah alors là, c'était. Ils ne croyaient pas que l'attaque allait venir par le sud. Ils ont surpris. Ils ont été très bons à des endroits, un peu moins bons sur d'autres, mais globalement, l'année 2022, quand on fait le bilan de l'année 2022, la Russie s'est agrandie de 20% du territoire ukrainien. Donc, et aujourd'hui, on voit aujourd'hui d'ailleurs que ça va pas s'arrêter là. Donc voilà où on en est. Donc je pense que ce qui est certain, ce qu'on va continuer à avoir, c'est cette avance à la Broussilov, c'est-à-dire là où ça perce tout d'un coup, on envoie de la réserve. Si ça perce pas, on s'arrête. On peut même reculer. On envoie, comme on a la supériorité de puissance de feu, encore une fois officiellement de 12 pour 1, on envoie l'artillerie, on envoie les bombes planantes, qui sont un accélérateur... Qui ont changé le cours des choses dans la Alors ça n'a pas changé parce que la supériorité en puissance de feu russe existait déjà, mais là, elle est devenue... intenable du côté ukrainien. Intenable. Même les bunkers les plus profonds. Rien que pour ça, la guerre n'a plus aucun sens pour Kiev. Il faudrait négocier, il n'y a plus aucun sens. Donc très, très prudent, parce que, et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit clairement, j'écoutais Denis Pouchiline, maintenant gouverneur de la République populaire de Donetsk, qui l'a dit, les ordres, il expliquait la lenteur de la progression russe, il a dit les ordres du commander-in-chief, Glavny Komandouchi, c'est qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc, c'est comme à l'époque de Pétain ou de Broussilov, le feu tue. Donc, on fabrique des bombes, on fabrique des obus, et dès que ça coince, on force pas, on se recule, on bombarde, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en face, plus de soldats. C'est des photos que je montre jamais parce que c'est épouvantable, ces pauvres Ukrainiens. Mais quand les Russes arrivent, par exemple, à Avdiivka, quand ils sont arrivés à Avdiivka, là ils sont en train de rentrer dans Tchassofyar, mais le sol est recouvert de cadavres carbonisés qui ont été laissés là. Mais c'est là le paradoxe de cette guerre, parce que la plupart des Russes avec lesquels j'ai échangé me disent qu'ils ne comprennent pas cette guerre. Enfin, ils comprennent qu'ils doivent la mener, qu'ils doivent la gagner, qu'ils n'ont pas le choix. Mais en même temps, ils défendent les leurs, mais en même temps, ils ressentent de la pitié pour les soldats ukrainiens. Oui. Je ne parle pas des Azovtsi, etc. Je parle des SBU, enfin l'armée ukrainienne régulière. Des jeunes de 24 ans, de 25 ans, qui sont des Russes dans l'absolu, et qui sont déchiquetés, démembrés, etc. J'imagine que même les soldats russes sur le front, quelque part, peuvent ressentir de la pitié pour ces combattants. D'autant plus qu'ils meurent pour une cause qui n'est pas la leur. J'en suis certain. Pour Washington, je suis certain, mais d'ailleurs, on le voit dans les médias, je cite dans mon livre, je n'ai relevé qu'un moment où un journaliste russe a appelé au meurtre, notamment. Oui, je me souviens d'enfants. C'était RT en russe. En fait, il y avait un journaliste qui était spécialisé sur la manière dont on bat des espèces de Hitlerjugend à la bandériste. Et donc, c'était surtout dans l'ouest de l'Ukraine d'ailleurs. Et à ce moment-là, le journaliste dit oui, à la limite, cela, il faudrait les noyer enfants. Et donc d'ailleurs le journaliste qui était très choqué, et le lendemain Margarita Simonian, la patronne de RT, a viré le journaliste. Et quand j'ai écrit mon livre, j'ai regardé parce qu'il avait dit ça en 2022 je crois, j'ai regardé s'il avait retrouvé du boulot ailleurs. Non, il a disparu. Ah, il a été tué. Donc on ne dit pas en Russie qu'il faut massacrer les enfants, etc., les soldats russes. Non, c'est vraiment une armée chrétienne dans ce sens-là. Mais même au-delà des enfants, moi je n'ai vu nulle part à Moscou quelque chose qui inciterait à la haine des Ukrainiens. Rien du tout. Parce que c'est une guerre quand même malgré nous. Oui, tout à fait. Ce sont des Russes, ils ont le même nom. C'est une guerre civile. Ouais. Ils ont le même nom, ils ont la même tête. C'est incroyable quelquefois. Des Ponomarenko, des Timoshenko, vous en avez des deux côtés de la ligne de front. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Syrsky, il est de la région de Vladimir. C'est pas loin d'ici. Ses parents vivent ici et soutiennent la Russie. Son fils. Le fils de sa femme lui, je crois qu'il est en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il défile le 9 mai avec un drapeau. C'est une guerre civile. Et pour les Russes, c'est vécu comme une guerre civile. Je pense que là où il y a vraiment une hostilité fondamentale, irréconciliable, c'est la Galicie-Volhynie. Voilà. Oui. Là, je pense que c'est pour ça que dire que Poutine voulait s'emparer de l'Ukraine en 2022, c'est complètement idiot. Les Russes ne veulent surtout pas remettre les pieds. Je ne sais pas si vous savez, mais en 1914, en février 1914, il y avait un conseiller politique de Nicolas II qui s'appelait Dornilov, qui a fait un mémorandum qu'on trouve encore, y compris sur Internet, et dans lequel il expliquait que la Russie ne devait pas partir en guerre contre l'Allemagne. Heureusement que Nicolas II ne l'a pas écouté. et donc, il s'est attardé au but de guerre.
Et parmi les buts de guerre donc de la Russie, il y avait la reprise de la Galicie-Volhynie. Et Dornilov, en février 1914, dit surtout pas. C'est plein de gens qui nous ont quittés il y a trop longtemps, donc depuis quasiment le XIVe siècle, 14e siècle. 13e siècle, et puis c'est plein de Polonais, c'est plein de Juifs, et donc on va avoir des problèmes de minorité, donc il ne faut surtout pas fixer comme but de guerre la reprise à l'Autriche de la Galicie. En plus, les Autrichiens avaient développé un nationalisme qui n'a fait que s'amplifier avec Bandera et Melnik et Chouchevitch. Donc en fait, la Russie n'a jamais eu l'intention ni de s'emparer de la Transcarpathie qui appartient aux Hongrois, ni de la Bucovine qui appartient aux Roumains, cette espèce d'agglomérat que Staline a fait quand il a créé l'Ukraine. Évidemment que ça n'intéresse pas les Russes. J'ai une dernière question, si vous permettez. Alors d'un côté, on a un front ukrainien qui est proche de l'effondrement, pour des raisons démographiques. Enfin, on parle de 300 000 morts, j'imagine que c'est même davantage, peut-être 400 000 morts, sans parler des handicapés, Lutsenko, un député, donc un ancien procureur général, donc, qui est un bandériste, en janvier, il a dit qu'il fallait dire la vérité, qu'il y a eu 500 000 morts et blessés graves. C'est horrible. Alors d'un côté, il y a l'hémorragie démographique des gens qui ont fui l'Ukraine, déjà bien avant la guerre, pour des raisons économiques, qui partaient tout le temps. L'Ukraine était dépeuplée, et puis avec la guerre. Et aujourd'hui, l'Ukraine cherche à les ramener sur le champ de bataille, notamment les consulats ukrainiens partout qui ne donnent plus de documents aux Ukrainiens qui résident en Europe, pour les obliger à revenir, et même des pays européens qui voudraient bien les renvoyer en Ukraine. Et de l'autre côté, la Russie qui s'est adaptée à la guerre et qui mène une stratégie de moindre perte, mais qui finira par provoquer l'effondrement du front ukrainien. Alors, si jamais cet effondrement venait à arriver, est-ce que de l'autre côté, l'OTAN pourrait rentrer sur le champ de bataille? Parce que d'un côté, on a les lignes rouges qui n'arrêtent pas d'être violées, les lignes rouges fixées par la Russie, qui n'arrêtent pas d'être violées par l'Occident. Donc on a livré les chars, on a livré les missiles de longue portée. Aujourd'hui, on a même autorisé les Ukrainiens à les utiliser sur le territoire russe, alors qu'ils le faisaient bien avant. La réalité, c'est ça. Et il y a Macron qui s'agite un peu en parlant d'intervenir militairement. Est-ce qu'il y a un réel risque de confrontation directe, cette fois, et à grande échelle? Pour moi, non. Je pars du principe que les puissances nucléaires ne se font pas la guerre directement. Donc l'OTAN est une puissance nucléaire, puisqu'il y a 3 pays nucléaires, les États-Unis, l'Angleterre. Alors l'Angleterre a la double clé avec les États-Unis, et la France. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y aurait vraiment un affrontement direct. Déjà, la première raison, c'est qu'on n'a personne à envoyer. Bon, il y a les Polonais. Même les Polonais ne veulent pas y aller. C'est une chose de défendre la Pologne, c'en est une chose d'envahir la Biélorussie ou de mourir pour l'Ukraine. Alors qu'ils détestent l'Ukraine. Exactement. Alors qu'ils détestent les Ukrainiens. Je ne suis même pas certain qu'ils reprennent la Galicie et la Volhynie. Puis il n'y a rien à voler. C'est une région pauvre. C'est pas Odessa. Les Polonaises qui l'initiative des 3 mers chez les Polonais, c'est Odessa. Les Carpates, ils en ont rien à faire. Faut quand même dire la vérité. Et donc je pense que même les Polonais n'iraient pas. D'ailleurs, ils ont souvent dit qu'ils n'iraient pas. C'est pas populaire du tout en Pologne. Donc en fait, personne n'ira. Et nous, donc les grands pays d'Europe, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. On n'a pas une jeunesse à envoyer mourir là-bas. Elle n'ira pas. Déjà, on n'a pas l'armée. Notre armée, c'est 225 000 hommes. Il paraît qu'il y a maximum 50 000 hommes qui peuvent être envoyés, et c'est rien, 50 000 hommes, vu l'échelle des batailles en Russie. Et une fois. Parce qu'après, il faut les faire tourner. Et puis, encore une fois, c'est des cercueils qui vont arriver par milliers. Par milliers. Et donc, non, on n'a rien à envoyer, on n'a pas de matériel, on n'a pas de munitions. Nos chars, on en a peu. Il y a 400 chars Leclerc, je crois, il y en a 200 qui fonctionnent, les 2 autres sont cannibalisés parce que la ligne de production n'existe plus. Pour les pièces détachées. Voilà, on peut livrer, c'est annoncé le Cornu triomphalement, 3000 obus par mois, c'est ce que les Russes tirent tous les jours au petit déjeuner. Hein. Donc en fait c'est de la blague. Mais en revanche, je pense que Macron a des problèmes de politique intérieure. Il a une phase très difficile qui va être celle de la raclée normalement qui devrait se prendre aux européennes. Pour un président en exercice, il lui reste encore près de 4 ans à faire. Si jamais son parti fait 16%, il y a un vrai problème. Il n'y a pas que Zelensky qui a un problème de légitimité et de légalité. Alors, l'égalité, il n'y a pas de problème, mais légitimité, c'est... Et d'ailleurs, parlant de Macron et de Zelensky, certains disent qu'il cherche à envenimer la situation avec la Russie pour créer un climat de guerre lui permettant de décréter l'état d'urgence
et d'annuler les élections à Paris, en France. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Il est évident que, enfin, c'est pas un hasard si d'un coup il se met à parler d'envoyer des troupes au sol après le salon de l'agriculture. Là, il se met, donc ils ont inventé la coalition d'artillerie pour trouver des obus d'artillerie. Bon, ils n'ont toujours pas trouvé. Les Tchèques ont trouvé des trucs qui fonctionnent pas en Afrique, qu'ils ont payé le prix fort parce que c'est l'offre et la demande. Hein. C'est pas par amour. Et donc, et là, bah, on va avoir les élections européennes qui devraient très mal se passer pour le parti du régime d'Emmanuel Macron. Donc là, bah, c'est pas mal de parler d'une nouvelle coalition d'instructeurs. Sachant que des instructeurs, il y en a déjà. Depuis 2014. Oui, depuis 2014. Donc c'est pas du tout contre les accords de Minsk. À partir de 2015, c'est illégal selon les accords de Minsk. On l'a quand même fait. Donc il y en a déjà. Il y a même des noms qui étaient sortis. Je me souviens, il y avait deux officiers du 13e RDP qui étaient là. Donc évidemment qu'ils ne sont pas rentrés. Évidemment qu'on a livré des matériels très compliqués comme les systèmes anti-aériens où il faut un an de formation. Ils sont livrés. C'est comme les Patriotes. Tout de suite, ils sont opérationnels. C'est pas les Ukrainiens qui ont été formés en 24 heures, hein, ça n'existe pas ça. Donc ça veut dire qu'ils sont servis par des troupes américaines, allemandes, françaises, etc., etc. Donc il y en a. La question c'est est-ce qu'on va le dire officiellement ou pas. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, donc maintenant ils ont l'autorisation. Alors c'est pas très clair. Je regardais encore la presse ce matin, c'est pas très clair. Ils ont l'autorisation d'utiliser les armes qui ont été livrées sur le territoire russe d'avant 2014. Puisque en fait, il tirait déjà sur la Crimée, il tirait déjà... Et de toute manière, comme Poutine l'a dit d'ailleurs très pertinemment en Ouzbékistan, quand vous avez une frappe à 1300, 1800 km de la ligne de front à l'intérieur du territoire russe, c'est pas l'Ukraine qui la organise. C'est Londres, c'est Washington, c'est l'OTAN, c'est les drones Reaper qui survolent la mer Noire. Voilà, tout ça, c'est évidemment qu'il y a déjà des frappes. La question, c'est est-ce que cette autorisation va changer le cours de la guerre? La réponse est évidemment non. Évidemment non. Moi, c'est la remarque que je faisais il n'y a pas très longtemps. Où sont les tirs de HIMARS si efficaces, de 2022? Tout à fait. Il y en a plus. Sur l'arrière du front principal, c'est-à-dire Donetsk, Kremena, Kupiansk, on n'assiste plus à aucune destruction d'état-major, destruction de grands dépôts de munitions. Les Russes ont appris, ils ont dispersé, ils ont une guerre électronique c'était de nouveau dans la presse américaine, qui s'est très rapidement, qui était déjà supérieure. Moi, je me souviens, dans la presse spécialisée dans l'armement, il y avait des articles en disant... de spécialistes américains, nord-américains, qui disaient les Russes sont en train de nous dépasser par la guerre électronique. Ils dénonçaient le fait d'avoir tant investi dans le F-35. Comme c'était l'avion invisible, en fait, il n'y a plus besoin de guerre électronique. On allait passer dans la totale invisibilité. Bah, c'est raté. Hein. Et il a même du mal à décoller. Donc en fait, on est un peu dans cette... C'est vrai qu'à l'époque, on parlait du HIMARS effect, parce qu'effectivement, ça avait changé un peu le rapport de force. Aujourd'hui, il a été annihilé. Et d'ailleurs, même les attaques MS, la dernière frappe contre un système de défense anti-aérien russe qu'on a... D'ailleurs, vous l'avez mentionné sur votre fil Twitter, ça ne pouvait pas être un S-400, un S-300, parce que vous l'expliquez très bien, il est d'abord catapulté, ce qui n'est pas le cas de la vidéo qu'on regarde. Et ben, il fallait déjà envoyer une dizaine d'attaquants pour qu'un seul atteigne. C'est que voilà, il y a un système de brouillage électronique qui est très efficace. D'ailleurs, que je vis même à Moscou, autour de la place rouge. Les Google Maps, les Waze, il faut oublier. Saute, hein. Il me dit que je suis à l'autre bout de la ville, alors que je suis sur la place rouge. Et depuis, il n'y a plus d'attaques de drones au niveau de Moscou et du Kremlin. Exactement. C'est redoutable comme système. Et donc, vous ne croyez pas que si jamais le front ukrainien s'effondre, vous ne croyez pas que l'OTAN décidera à ce moment-là d'entrer pour minimiser les dégâts? Et donc, comment... Parce que là, il y a Emmanuel Todt qui propose une lecture intéressante, qu'en fait, la guerre, elle est existentielle pour les deux. Pour la Russie, c'est évident, mais même pour l'Occident. S'il la perd, il perd tout. Plus personne ne respectera ni ne craindra l'Occident. Donc, est-ce qu'ils peuvent accepter cette défaite si jamais l'Ukraine s'effondre? Je pense que Washington est déjà en train de préparer un narratif, et notamment qui est défendu sur les... Je citais le général Yakovlev, pour changer, mon gamelin préféré. Et en fait, lui, en fait, ce qu'il est en train de nous vendre, c'est qu'en fait, Washington pourrait détruire la Russie, en gros, battre la Russie, donner les moyens de battre la Russie, mais ne le fait pas parce qu'il ne veut pas non plus que la Russie s'effondre parce que ça créerait de l'instabilité. Donc en fait, ce qu'il veut nous faire croire, c'est que le rêve des Polonais, de Brzezinski, des Américains, qui est le découpage précisément de la Russie en morceaux, tout d'un coup, oh non, finalement c'est trop dangereux. Ils ont soutenu les séparatismes en Tchétchénie, ils ont soutenu tout ce qui est possible et imaginable, mais tout d'un coup non, oh non, finalement c'est peut-être trop déstabilisant. Donc je pense qu'il y a des narratifs qui sont prêts. Le premier narratif, c'est les Russes voulaient s'emparer de l'Ukraine
Finalement, ils n'ont pas pris les Carpates, donc ils ont raté. Le deuxième, c'est ça, c'est-à-dire non, pour Washington, ce serait une perte trop importante. Je pense que c'est plutôt existentiel pour les élites européennes, de l'Union européenne, que pour Washington. Les Américains, ils s'en sortiront toujours. Ils sont capables de... On l'a vu au Vietnam, c'était le colonel McGregor qui expliquait que le général qui commandait les forces américaines au Vietnam, qui s'appelait bon, peu importe. Ouais, c'est pas grave. Ouais, peu importe. Et qui expliquait que si jamais on tue pas les Viettes au Vietnam, on les affrontera dans les rues de Los Angeles. Hein. Donc les militaires, pour sortir regardez Yakovlev, hein, et ils sont bons. Westmoreland. Westmoreland, le général américain. Donc, à chaque fois, on nous a sorti ces trucs-là. Et en fait, l'Amérique a quitté le Vietnam. Elle s'est pas écroulée. Au contraire, elle a encore eu des belles années de développement devant elle. Elle a quitté Kaboul. C'était une énorme humiliation. Finalement, tout le monde a oublié. Et donc, elle va quitter l'Ukraine. Et surtout, elle est en train de passer le bébé, si vous pardonnez l'expression, aux Européens. Et c'est eux qui vont perdre. Et c'est eux qui vont. Et c'est toi qu'elle est capable de créer une autre tension ailleurs, et bien sûr. De détourner la tension. Et en plus, il y a une autre tension qui s'est créée. Alors, Israël, qui pour les démocrates est un très très gros problème, puisque la majorité de l'électorat est antisioniste. Et d'ailleurs, la Russie et beaucoup de Russes, j'ai vu, sont très pro-palestiniens par rapport à ce qui se passe actuellement. Moi, je pense que les Russes ont été extrêmement déçus par Israël, parce que Israël a soutenu finalement bien plus Kiev que Moscou. Oui. Voilà. Et ça, d'ailleurs, je cite dans mon livre, il faut quand même se rendre compte, l'ambassadeur d'Israël à Kiev, il y a 2 ans, un an et demi, a fait une déclaration, il est arrivé sur une chaîne kievienne, et il disait, oui, nous on n'aime pas Bandera, Shushkevich et Melnik, mais on comprend que les Ukrainiens veulent recréer leur identité sur ces gens-là. Madame Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères, a fait en disant que c'était scandaleux, c'était une honte. Et en fait, ça a été expliqué par le géopoliticien américain John Mearsheimer, et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que pour Israël, la défaite du protecteur serait une catastrophe. Parce que ça montrerait sa faiblesse. Donc Washington ne peut pas perdre contre la Russie, mais je pense que ça, c'est déjà trop tard de toute manière. Le 7 octobre, dans le 7 octobre, moi je vois l'audace des opérations aérolarguées, un truc incroyable du Hamas. Il y a le fait que ça fait 1 an et demi que tout l'OTAN concentre ses ressources contre la Russie et perd. Ça arrive après l'échec de l'offensive. Et puis l'Iran qui se permet également d'envoyer des missiles contre Israël, c'est une première. C'est quelque chose. Donc en fait, je pense que l'opération militaire spéciale, par rapport aux effets négatifs que redoutait Washington, c'est déjà fait. C'est déjà trop tard. Et aujourd'hui, je pense que pour eux, le principal problème, c'est Israël. Donc je pense qu'il y a déjà un narratif et que c'est pas existentiel c'est peut-être existentiel pour une partie des élites à Washington, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est de l'autre côté de l'océan. Chez nous, pour nous, Européens, c'est chez nous que ça se passe. Et là, pour les élites, notamment, comme Emmanuel Macron, je dirais Scholz également. L'Allemagne, c'est une catastrophe économique et industrielle. Maintenant, c'est une hécatombe économique. Et donc, pour eux, c'est tout d'un coup, si les Russes gagnent, on aura découvert quoi? Que la Russie, non seulement grâce aux sanctions, s'est renforcée, a développé son économie, son industrie, que ça ne lui a pas fait mal, au contraire, qu'en fait on était 32 contre 1 qu'on a perdu. Et donc ça évidemment ça va être grave pour des gens comme Macron et Scholz qui ont sacrifié une partie de leur économie pour gagner la guerre contre la Russie. Eux c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Mais le problème, c'est qu'on n'a personne à envoyer. Les Allemands, ils ont, comme les Français et les Suédois d'ailleurs, face aux Russes, on a déjà donné. Ça s'est jamais bien terminé. Pour nous, pour les Russes, ça c'est plutôt... Voilà. Et donc personne n'a envie d'y aller. Donc il faudra faire avec. Mais c'est ce que j'espère aussi, c'est un peu la conclusion de mon livre, c'est-à-dire que toute défaite militaire a des conséquences politiques. 1870, Napoléon III, 1905, la défaite contre le Japon, 1945, je n'en parle même pas pour l'Allemagne nazie, là bon, c'était... Mais il n'y a pas forcément besoin d'arriver de prendre la capitale pour que ça provoque des soubresauts politiques. Et donc, parce que c'est la révélation d'une faiblesse. Et les peuples se révoltent finalement
bien plus souvent contre la faiblesse de leurs dirigeants que contre leur injustice. Si Louis XVI avait été Napoléon, il n'y aurait pas eu de révolution. Donc, il était trop gentil. C'est la faiblesse qui provoque les révolutions. Et donc je pense que... Alors chez nous, il n'est pas gentil. Macron l'a montré, il n'est pas gentil du tout. Donc si son pouvoir commence à trembler, on peut s'attendre au pire. Je pense que d'ailleurs, l'utiliser, c'est ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'exclure, utiliser l'état de guerre pour emprisonner la dissidence, les opposants, conditionner le débat uniquement sur les thèmes qui sont imposés par le régime actuel, que ce soit Macron ou celui qui mettront à la place, ça c'est quelque chose qui va se renforcer. Ça fonctionne déjà. Il n'y a pas d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron sur les grands sujets. Tout à fait, même le Rassemblement national. Voilà, donc c'est vraiment, et même à celui qui en rajoute. Donc si vous voulez de l'opposition, il faut aller chercher dans des tout petits partis qui malheureusement n'ont pas la taille critique. Et donc, et ça, je pense, c'est cette situation qui est aussi typiquement française, qui n'est pas le cas en Allemagne. Moi, ce que je vais regarder aux européennes en général, en particulier, et au moment de la défaite, c'est les conséquences sur l'Allemagne. Quand Scholz et sa coalition va arriver en disant bon bah donc on a détruit notre économie, les Russes ont gagné la guerre. Et puis finalement, on va être obligé de retourner à Moscou pour demander si on peut reboucher Nord Stream 1 et ouvrir Nord Stream 2. C'est clair qu'ils vont être les cocus de l'histoire. C'est ça. Donc là, je pense que ça peut avoir des conséquences. Et si l'Allemagne bouge, c'est toute l'Europe qui bouge. En général, quand elle bouge, ça se passe toujours. Voilà, ça c'est pas gratuit. Donc voilà. Après, est-ce que ça peut générer en France des forces politiques qui vont... ça, je peux pas le dire. Je connais mieux la vie politique russe que la vie politique française. J'ai fait une monographie sur l'histoire de la gauche française, mais après, là, sur peut-être des mouvements à l'intérieur des partis qui pourraient l'emporter, ça, c'est vraiment de la politique, je dirais politicienne, c'est plus à des experts français qui font en parler. Mais en Allemagne, je pense que ça peut être... On va le voir. Les européennes, le Parlement européen ne sert à rien, mais ça va être intéressant en France. C'est un thermomètre qui permet de... C'est un thermomètre, ça va être intéressant en France parce que ça va déstabiliser quand même, délégitimer Emmanuel Macron. Marine Le Pen l'a compris, même elle a compris que, puisqu'elle a dit il veut un débat, dans ce cas, il faut qu'il mette la dissolution du Parlement en jeu. Et donc, en Allemagne, surtout, c'est en Allemagne que ça va être très intéressant. En Allemagne, ça va être quelque chose de fondamental. Xavier Moreau, merci infiniment. Merci et beaucoup. On ne peut que vous souhaiter bon courage pour le combat que vous menez au nom de la vérité et de la justice. Donc bon courage et à très bientôt. Merci. On les aura.